L'Ukraine, encore une fois, vient de bombarder à l'intérieur de la Russie. Ils ont explosé le pont de la Crimée. Plusieurs questions passent au-dessus de beaucoup de personnes. La Russie est-elle aussi puissante que l'on le croyait? Ou sommes-nous en train de voir peu à peu son mystère dévoilé? Nous allons le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. On va commencer par faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On fait ça s'il vous plaît, c'est fait. Merci. L'Ukraine vient de frapper encore une fois, les amis. Beaucoup de personnes pensaient qu'avec ce qui s'était passé avec les avions, ils seraient chez eux en train de trembler, attendant la réplique, cette rétaliation tant attendue de Vladimir Poutine. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. La réalité est que l'Ukraine vient de frapper encore une fois à un endroit très stratégique et très fort. Sommes-nous en train de voir un déroulement absolument contraire à ce qu'on anticipait? Pourquoi n'ont-ils pas peur? Serait-il beaucoup plus puissant qu'on le pense? Ou connaissent-ils peut-être les points faibles de M. Vladimir Poutine? L'Ukraine a mené une nouvelle attaque contre le pont de la Crimée, également connu sous le nom de pont de Kerch, ce mardi 3 juin 2025. Le pont de la Crimée, évidemment, vous posez la question de savoir, si vous regardez sur la carte, voilà la Crimée, voilà le pont de la Crimée. C'est un pont long de 19 km qui relie la péninsule de la Crimée à la Russie continentale. C'est évidemment un pont qui a été construit à l'annexation de la Russie en 2014. Rappelez-vous qu'avant en 2014, la Crimée appartenait entièrement à l'Ukraine. Et c'est après le coup d'état du président ukrainien à l'époque, qui était pro-russe par les Américains. En tout cas, il s'agissait d'un plan de Gloria Nuland. Les Russes avaient décidé de récupérer ou carrément d'annexer totalement la Crimée à la Russie. Ceci, évidemment, si vous regardez sur la carte, permet à la Russie d'avoir une ouverture à la mer Noire. Alors le pont est de 19 km qui relie la Russie à la Crimée. Il est devenu le symbole de cette annexation et un axe logistique crucial pour l'approvisionnement des forces russes opérant en Ukraine méridionale. C'est-à-dire les forces russes qui opèrent en Ukraine aujourd'hui ont besoin de ce pont pour se ravitailler. C'est très important techniquement et logistiquement. Ce pont évidemment a été attaqué à plusieurs reprises déjà. On l'a fait en 2022, on a encore essayé de bombarder en 2023 parce que les Ukrainiens essaient de couper cet accès aux Russes. Selon le service de sécurité d'Ukraine, l'attaque a impliqué plus d'1 tonne d'explosifs sous-marins, provoquant des dommages graves à l'infrastructure. Cette opération a été qualifiée de spéciale et soigneusement planifiée par Zelensky. Réaction du Kremlin. Le Kremlin a diffusé les images, mais a réagi disant qu'il n'y avait pas de vrais dégâts et que le pont est toujours opérationnel. Alors, on doit se poser beaucoup de questions ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que la Russie réplique très vite après le bombardement de ses avions. Ça ne s'est pas fait jusque-là, en tout cas pas du tout. Aussi, les gens s'attendaient à ce que l'Ukraine se cache un tout petit peu, en tout cas pendant un temps. Et beaucoup de personnes commentaient disant que Zelensky était caché quelque part, dans les sous-sols, ou peut-être qu'il aurait déjà quitté l'Ukraine, en attente de cette réplique russe. Pourquoi la Russie ne réplique pas, si elle est aussi forte que l'on en a l'impression? Est-ce qu'une personne qui a peur frapperait une fois, une personne dangereuse, et frapperait encore une seconde fois? Je pense que non. Cette attaque s'inscrit à une série d'opérations ukrainiennes visant à perturber les lignes d'approvisionnement russes et à affaiblir la logistique militaire de Moscou. Le chef de renseignement ukrainien, Vasyl Malyuk, a précédemment déclaré que les frappes ukrainiennes sur le pont avaient renversé les opérations navales russes, forçant Moscou à recourir à des ferries pour transporter des armes. Vous vous rappelez, il y a un moment, on avait bombardé des ponts en Ukraine et ceci avait poussé un ajustement très rapide. L'Ukraine, les amis, considère ces frappes comme une légitime défense stratégique, visant à dégrader les capacités militaires russes et à envoyer un message fort sur sa capacité à frapper en profondeur du territoire russe. Ce qui est évident ici, c'est quoi? L'Ukraine n'essaie plus de se comparer à la Russie force par force, point par point. Le combat est devenu totalement stratégique. Je frappe ici, je brûle là-bas, je dépense le minimum possible pour faire une grande explosion avec des éléments logistiques. Ça fait un peu genre guérilla, ce n'est pas une guerre ouverte. Parce que sur ce point, il est évident que la Russie va totalement dominer. Faudrait-il que M. Poutine réagisse ou pas? En tout cas, la grande majorité des personnes qui soutiennent Poutine sont à ce point très déçues de ce qui se passe. Alors, je vous rappelle encore une fois ici que les Russes et les Ukrainiens sont toujours en Turquie dans les discussions de l'objectif d'atteindre un cessez-le-feu. Mais il y a eu des demandes russes. Les Russes ont fait leurs demandes. Avant d'entamer le cessez-le-feu, il faudrait respecter ces 4 choses. La première,
La Russie insiste pour que le cessez-le-feu soit basé sur les positions militaires actuelles, notamment dans les régions de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Moscou considère ces territoires faisant désormais partie intégrante de la Russie. Donc, si vous voulez la négociation, n'essayez pas de récupérer ces terrains que nous avons déjà pris. Ça appartient à la Russie. Numéro 2. La Russie exige la neutralité de l'Ukraine et l'interdiction de l'adhésion à l'OTAN. Donc, l'Ukraine n'a pas le droit, ne devrait pas essayer d'adhérer à l'OTAN. C'est fini, pour toujours. Diront-ils oui à cette demande? Numéro 3. La Russie souhaite obtenir des garanties de sécurité, notamment l'absence de déploiement des troupes étrangères en Ukraine et la levée des sanctions économiques imposées par l'Occident. Jusque-là, l'économie russe est sous pression occidentale. Autant on ne peut pas dire que l'économie est par terre. L'économie a subi beaucoup de pression de tous bords. Les Russes veulent, pour le cessez-le-feu, qu'on enlève cette pression économique. Et les garanties de sécurité veut dire qu'il n'y ait pas de déploiement des militaires de l'OTAN en Ukraine, s'ils veulent se cesser le feu. La Russie veut une vérification du cessez-le-feu. Le Kremlin insiste sur la mise en place d'un système de vérification robuste de cessez-le-feu, s'assurer que personne n'attaque personne pendant ce temps. Mais est-ce que vous pensez que l'Ukraine va réagir? Suite à l'attaque, il y a eu une réaction. M. Poutine n'a pas encore réagi, mais l'ex-président Medvedev a réagi. Il a dit « Tout ce qui doit être explosé sera explosé ». Voilà ce que Medvedev a dit. Il continue en disant que la Russie visait la victoire totale et la destruction de l'Ukraine. Rejetant toute forme de compromis, il a qualifié le gouvernement ukrainien de régime néo-nazi et a exigé que l'Ukraine cède davantage de territoire, adopte la neutralité, limite ses capacités militaires et organise de nouvelles élections. Donc on pense que le gouvernement ukrainien est néo-nazi. Les néo-nazis sont les amis de Hitler et que M. Zelensky doit à tout prix partir. Et il a insisté sur ce point. Tout ce qui doit être explosé sera explosé. Et il dit ceux qui pensent qu'ils seront éliminés seront aussi éliminés. C'est un message très fort. Donald Trump a réagi dans ses médias sociaux disant que son homologue russe, Vladimir Poutine, lui a affirmé lors d'un appel téléphonique qu'il répondrait très fermement à l'attaque des drones menée par l'Ukraine contre des bases aériennes russes. Mais évidemment, en écrivant cette fois-ci, Trump ne s'est pas acharné sur Poutine. Il a dit avoir une très belle conversation avec Poutine, mais ce n'est pas une conversation qui mène à la paix. Pas encore. Est-ce que ça veut dire que Poutine va frapper très fort? La question qui se pose est celle-ci. Pourquoi n'a-t-il pas encore frappé? Est-ce que ça ne paraît pas pour vous que depuis tout ce temps, qu'on continue progressivement à franchir la ligne rouge qu'il établit et qu'il n'y a pas de réaction, ça continue en profondeur? Qui aurait pu imaginer dans le passé qu'il y aurait une attaque de ce genre où on irait exploser des bombardiers russes? Personne, même les États-Unis ne le feraient pas parce que tout le monde avait peur. Mais faudrait-il à un certain moment réagir pour se faire respecter? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.